Colette. Ce nom, elle l'a gagné lettre par lettre. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Raconter la vie de Colette, c'est dérouler le fil d'une œuvre qui s'est écrite Au rythme des métamorphoses d'un double à la fois intime et littéraire. C'est entrer dans un monde où la réalité se mêle à la fiction. où l'écriture devient un miroir, parfois déformant, souvent révélateur. La Bibliothèque nationale de France nous y plonge dans une exposition à découvrir jusqu'au 18 janvier 2026. Et parce que Colette n'est pas une femme que l'on bâcle, cette histoire ne sera pas courte. Alors, installez-vous confortablement. Je vais vous raconter comment la femme la plus géniale du XXe siècle s'est faite. Paris 1900. L'histoire est trop connue pour ne pas comporter une part de mystification. En ouvrant le tiroir de son bureau, un homme de lettres en vue redécouvre le cahier d'écolière dans lequel sa femme, obéissant à son souhait, s'était appliquée à retracer ses souvenirs d'enfance. Peu satisfait, il l'avait remisée au placard. Mais en parcourant du regard cette fine écriture serrée barbouillée de ratures, il comprend. Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Claudine était née et avec elle, presque contre son gré, Colette. D'abord, il y a Sidonie Gabriel. Un accent bourguignon qui roule les airs, une natte de cheveux qui fouette le sol comme un sinueux serpent et un visage de chatte gourmande tout en accent circonflexe. À Saint-Sauveur, elle a grandi entre les poèmes du capitaine et les points cardinaux de Sido. Pieds nus dans l'herbe avec ses animaux. Regarde, lui apprend sa mère, guette la direction du vent, compte les pelures de l'oignon, voit l'écureuil faire ses provisions. Écoute sans regarde et tu comprendras. Plus que quelqu'un, elle aspire à devenir quelqu'un d'autre. Quoi ? Elle ne sait pas encore. À 16 ans, entre deux chasses aux papillons, elle a croisé le loup, son futur mari. Lui, c'est Henri Gauthier-Villard. Il a 30 ans et pour tous ceux qui comptent à Paris, c'est Willy. Un assoiffé de jeunesse et de talent qui, profitant de son prestige d'homme puissant, va faire d'une fille ignorante un prodige de libertinage, puis un fonds de commerce. 2 pas derrière Willy, dans les années 1890, Sidonie Gabriel découvre un Paris bruissant de modernité, étourdissant pour une petite provinciale habituée au lent défilé des saisons. Des livres, elle en a déjà lu des centaines. Mais ici, le monde des lettres est une ruche qui palpite à 100 à l'heure. Entre les salons des quartiers cossus, les estaminets de Montmartre et du quartier latin et les bureaux enfumés du Mercure de France ou de la Revue Blanche, on croise des esthètes enfants freluchés, amateurs de théâtre danois et de manifestes abscons, des symbolistes embagousés, noyés dans leur vocabulaire alambiqué et des décadents désabusés qui puent les terres. On ne compte plus les cercles, les écoles, à chacun sa chapelle, son jargon. Car le monde fin de siècle a un besoin avide de se distinguer. La création de soi est alors au centre de toutes les préoccupations. Et pour exister dans ces milieux où un coup d'éclat à la durée d'un tirage, plus que se faire un nom, il faut s'inventer une posture, imposer sa marque. Et dans cette foire aux vanités, la presse est le champ de bataille où tout se joue. En cette aube de la belle époque, elle règne alors sans partage. Plus qu'un média, c'est une religion. On dévore les feuilletons, on se provoque en duel pour une mauvaise critique, on rédige des colonnes à la chaîne dans la fièvre des rédactions qui tournent à plein régime. L'encre n'a pas le temps de sécher qu'il faut déjà livrer autre chose. C'est dans cette cage aux fauves que le cabotin Willy prospère. Pour capitaliser sur son nom de journaliste influent, il a compris qu'il fallait publier des romans. Mais il n'a ni l'envie ni le temps de les écrire. À la place, il préfère orchestrer le ballet de prête-plume freelance qui compose ses ateliers, son écurie. Comme les peintres de la Renaissance, il donne l'idée, laisse faire, puis fignole quelques détails. Et hop, emballé, c'est pesé, ces volumes-là sont faits pour être écoulés. Dans cette ruche, Sidonie Gabriel a d'abord pénétré par la petite porte. À force d'accompagner son mari les nuits blanches de bouclage, lasse de sommeil sur sa banquette, elle a observé puis a fini par rentrer dans la danse. En devenant critique musicale, sa passion et vocation ratée. Jusqu'à Claudine, devoir réaliser bon gré mal gré au sortir d'une longue convalescence, oubliée puis tirée du tiroir par Willy un jour de vache maigre. À mille lieues des salons parisiens et des déceptions du mariage, Colette retrouve, en écrivant Claudine, les sensations premières de son enfance. Les pavés du village, la lumière sur les feuillages, l'éveil d'une conscience au monde qui l'entoure. Une manière de faire se rencontrer ces deux existences si différentes, même si dans les librairies, son histoire n'affiche qu'un seul nom et c'est celui de Willy. Un non-début pour l'écrivaine de l'ombre qui commence à se faire appeler Colette et signe, sans signer, son premier roman. Le succès sera fracassant. Dans cette fin de siècle boursouflée qui ne jure que par la pourriture des lys et le vocabulaire tarabiscoté, les aventures de cette écolière un brin perverse sont aussi rafraîchissantes qu'une limonade en plein été. C'est nouveau et ça pétille sur les palais les plus blasés. Nul, dans le milieu des gens de lettres, n'ignore le véritable rôle joué par Colette que Willy ne fait rien pour cacher, au contraire.
toute publicité est bonne publicité qui lance le couple à la mode, personnage haut en couleur de plus, à épingler au jeu des 7 familles des fous de 1900. À ma gauche, c'est Willy 100 000 volts, insupportable mais incontournable. À ma droite, pensive, soumise, c'est Colette, la petite villageoise dont les saillies aiguisées font les délices des dîners mondains. Loin d'être aussi innocente et gauche qu'elle a voulu faire croire, la rusée renarde sait comment tirer parti de son nouveau statut de phénomène au regard du petit monde parisien. Comme dans ses romans, elle accentue le trait, se théâtralise. Voilà son rôle pour le moment. Le penchant pour le triolisme de Willy, Colette l'a d'abord subi. Qu'il soit conscient ou non, cet instrument de domination est un des ressorts de l'emprise psychologique que son mari exerce sur elle. Tandis que l'épouse se renfrogne sur sa table de travail, Willy fait défiler les maîtresses dans un va-et-vient aussi boulimique que ses activités de matamor. Et si ça déplaît, la porte est là, lui dit-il. Après tout, vous êtes libre ? Oui, mais lorsqu'on lui ouvre la cage, l'oiseau ose-t-il s'enfuir ? Loin de Sido, les relations de Colette avec les femmes sont d'abord placées sous le signe de la rivalité, savamment orchestrée par Willy, ravi de rejouer les vaudevilles au foyer. Jusqu'à Georgie Raoul Duval. Des bras de Willy, elle passe à ceux de sa femme. Ces deux-là, après tout, partagent bien des livres, pourquoi pas des amantes ? Première expérience homosexuelle de l'écrivaine, cette liaison au goût de miel fera le sel du 3e volume des Claudines, dont la liberté sexuelle assumée choque les bien-pensants. Et le scandale, ça fait vendre, évidemment. Et 1 et 2, 3 Claudines et des tas de zéros, l'écolière a grandi et est devenue une franchise manufacturée par madame chaque fois que monsieur souhaite rester en fond. Vite, vite, il n'y a plus un sou à la maison, tonne Willy en claquant la porte, et Colette de s'atteler à la tâche, toujours redoutée pour qui en fait son métier, d'écrire. Et voilà que, de volume en volume, son style s'affine. Elle qui aurait rêvé d'être musicienne se surprend à écouter la musicalité d'une phrase, la note, le rythme, à savourer, sans presque se l'avouer, la volupté d'écrire. Après les produits dérivés, c'est au tour des planches de se laisser conquérir par les aventures dessalées de Claudine, incarnée par une brune mordante à la taille de guêpe, Polaire. C'est à cette actrice, qui n'a de froid que le nom, que revient la paternité du style Claudine. Coupe courte, soquette et col blanc, signature sur laquelle, comme toute bonne invention, Willy le voleur s'empressera d'apposer son nom. Flairant le bon filon, il décide, pour mettre la presse en appétit, de faire d'une pierre deux coups, en lançant ses twins. L'incarnation, Polaire, et l'inspiration, Colette, qui a sacrifié avec libération ses longs cheveux pour l'occasion. Bras dessus, bras dessous, on croise partout les deux siamoises, suivies par l'ombre du créateur qui compte déjà les sous. Il sait qu'il en tirera sûrement un livre, une pièce, une carte postale, une ligne de vêtements. Mais derrière le pantomime humiliant, ni amour ni réelle amitié, juste un cycle de représentation sans fin dont une rencontre déterminante va offrir à Colette une porte de sortie, celle du Paris-Lesbos. Pour une poignée de femmes privilégiées, souvent étrangères, le Paris de la Belle Époque a été un véritable espace de liberté et de visibilité queer. Elles y ont construit un réseau fertile, propice à leur épanouissement personnel et artistique. Mais quelle scène dans le vacarme, le secret qui les dissout, les guerrières cachent bien leurs armes et leurs noirs smoking. Ici, l'amour entre femmes ne se vit pas dans l'ombre de cabarets interlopes, derrière le secret des portes closes, mais au grand jour. Mieux, il stimule l'inspiration d'une pépinière d'écrivaines, Olympe au sommet de laquelle règne une Amazone, Nathalie Barnet. Séductrice ravageuse, elle a conquis Paris en même temps que ses femmes. Dans son temple de l'amour de la rue Jacob, où se tiennent les soirées littéraires les plus en vue, Colette y croise et dédaigne Mata Hari mais pas Liane de Pougy, divine horizontale par qui transitent toutes les grandes fortunes de France, doublée d'une romancière respectée. Non loin, la poétesse Renée Vivien, Sappho personnifiée, traîne sa silhouette de longs lys blessés. Colette ne loupe jamais ses dîners, comme elle fréquente aussi, plus intimement, la baronne Madeleine Deslandes, sorte de fée légèrement barrée dont les romans néo-wagnériens s'écoulent comme des petits pains. Toutes, naturellement, sont des ex de Nathalie Barnet, chez qui l'amitié, contrairement à l'amour, dure toute la vie. Dans ce cénacle lesbien, à peine traversé par quelques amitiés mauves avec les esthètes du pays voisin, comme le comte Robert de Montesquieu, Colette trouve un souffle nouveau. Ici, le féminin n'est pas satellite à l'homme, mais existe pour et entre soi, rafraîchissant, après des années de disette d'amitié féminine, de pouvoir étancher cette soif à la source de Sappho. Willy, lui, voit ces liaisons d'un œil amusé. Pour ce genre d'individu, l'infidélité entre femmes, ça ne compte pas. Mais avec Missy, ce sera différent.
Née Mathilde de Morny, fille du demi-frère de Napoléon III, personnalité très en vue du Second Empire, Missy est ce qu'on nommerait aujourd'hui un homme trans. Mariée jeune, elle a abandonné femme et enfant pour revendiquer pleinement son identité. Dorénavant, on ne la connaîtra plus que sous le nom de Missy et pour les intimes, l'oncle Max. Les cheveux ras, toujours vêtue à la Grand-Duc, on n'est pas descendante d'une ex-famille impériale pour rien, c'est une passionnée d'automobile et de sport qui passe pour un grand prince aux yeux de ses conquêtes, sur lesquelles elle veille avec une générosité sans faille que permet sa fortune et son statut. De 10 ans plus âgée que Colette, ce personnage incompris, habitué des chroniques au vitriol et des romans à clés, va devenir plus qu'une amante, une partenaire de vie. Qui arrive au bon moment, car après 13 ans de mariage très public, le couple Colette-Willy se sépare. Et comme son héroïne Claudine, c'est Colette qui s'en va. Partir, briser la soumission, l'humiliation, partir à tout prix pour se retrouver. Qu'importe si s'afficher avec la sulfureuse Missy, c'est mettre un pied de plus dans la marge. Elle y saute à pieds joints comme enfant au-dessus des ruisseaux. Qu'importe si c'est remplacer une dépendance affective par une autre, le tout est de changer. Comme elle le fera chaque fois dans son existence, elle inaugure, avec ce nouveau ménage, une page fraîche de son histoire, arrachant sans ménagement les précédentes. Celle-là, elle y reviendra plus tard, dans des romans où le vrai se mêlera si intimement à la fiction qu'il sera impossible de les détricoter. L'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, le pur sous la pure, monoclé, collier. Pourquoi d'ailleurs continuer à écrire après Willy, maintenant que personne ne l'en oblige? Il faut croire que c'est plus fort que soi, dès lors qu'on a trouvé la voie. La volupté d'écrire sera le seul bien qu'elle sauvera du naufrage de son mariage. Peu d'écrivains aiment vraiment s'atteler à la tâche rébarbative d'écrire, Colette particulièrement. Pour une bonne vivante, une amoureuse des plaisirs simples et sensoriels de la vie, quitter la douce langueur d'une après-midi d'été, le chat qui ronronne, sacrifier le bain, la sieste, la lecture ou la gourmandise pour aller s'arrimer des heures durant à une table de travail, à tout d'une corvée. Oui, mais se dérober, ce serait faire comme son père dont on a découvert à sa mort que les beaux volumes reliés au titre évocateur ne contenaient que des pages blanches. Et puis, ce serait oublier la fièvre divine qui monte aux joues, l'oubli de l'heure, la débauche d'invention d'où l'on sort courbattu, abruti mais déjà récompensé. Une transe voluptueuse qui, à elle seule, récompense que l'on s'astreigne à la dure discipline qui exige l'écriture. Elle a beau être aussi rétive à la rigidité des conventions sociales qu'un matou à l'eau, Colette aime paradoxalement se couler dans la rigueur d'une routine mécanique. Durant son mariage, la gymnastique lui a permis de se réapproprier son corps, en le sculptant, en l'assouplissant, à l'aide des haltères et des agrès qu'elle s'est fait aménager dans sa garçonnière. Pour elle, le corps ramené à son état naturel est sain. La nudité ne ment pas, contrairement aux vices qui se déguisent. Malgré l'image sulfureuse dont elle se plaît à entretenir l'ambiguïté dans ses romans et ses choix de vie, Colette n'est pas attirée par le vice. Elle est simplement hédoniste. Cet appel du gouffre que les consumés, comme son ami René Vivien, ont par intervalles réguliers, elle ne le comprend pas et le juge parfois sévèrement. Car si Colette explore les zones troubles du désir, elle ne s'y perd jamais. Chez elle, la sensualité n'est ni une débauche ni une provocation, c'est une manière d'appréhender le monde. Héritée de son enfance champêtre en Bourgogne, au contact de la terre, des animaux et de Sido. C'est dans le jardin de Saint-Sauveur en Puisaye, sous l'œil de cette mère intuitive, presque panthéiste, que s'est formée sa véritable école, celle de la nature toute puissante. Cette capacité à observer et conserver, comme dans les herbiers qu'elle aime à confectionner, des éclats fugitifs d'impressions sensibles, est précisément ce qui, chez Colette, nourrit son écriture fleurie, bouleversante de vie et de poésie à la fois. Usant de ses souvenirs comme d'un orgue à parfum, elle pioche, arrange, compose. Au centre de cette mosaïque, il y a la mer et la maison. Revenir à Saint-Sauveur pour Colette, c'est revenir à Sido, le personnage principal de son existence. Ces deux figures cardinales forment un noyau symbolique, nourrissent une même mémoire sensorielle. Ce sont les mythologies dans lesquelles elle puise autant son inspiration que sa force lorsqu'elle lui fait défaut. D'un côté, le paradis perdu de l'enfance, avant la ruine familiale, avant l'exil. De l'autre, cette mère si peu conventionnelle, qui connaît toutes les variétés de plantes, de papillons, peut appeler les arbres par leur petit nom, ce dont sa fille héritera. À Paris, Colette la voit peu, mais lui écrira presque tous les jours. Comme refuge, Colette connaîtra ensuite Montboucon avec Willy, Roseveine avec Missy, prélude à d'autres demeures, d'autres chapitres, d'autres ouvrages.
À chaque étape, la nature joue le rôle de sanctuaire qui lui permet de se régénérer et tirer les forces de rompre la servitude littéraire pour se conquérir comme écrivaine. D'abord avec les dialogues de Bête, petit livre en apparence modeste dédié à son amour des animaux qui marque pourtant un tournant décisif. Pour la première fois, on ne lit que Colette Willy sur la couverture. Puis, avec Les Vrilles de la Vigne, ode vibrante à la vie champêtre qui confirme l'envol d'une auteure qui écrit enfin pour elle-même. L'inspiration pour une écrivaine est aussi essentielle que le papier sous la plume. Dès son premier roman, Colette a fait de sa vie sa matière, une source jamais tarie car sans cesse alimentée, au fil de son parcours et de ses explorations de nouveaux mondes, de nouveaux personnages. Avec Willy, elle a découvert le tumulte des rédactions, l'aliénation de la jalousie. Avec Missy, ce sont des bas-fonds encore plus marginaux qu'elle va explorer. Ceux des bars interlopes du guet Pigalle où sous les lueurs phosphorées des becs de gaz viennent s'encanailler peintres porteuses de monocles, petites horizontales et grands-ducs en tournée. D'un cercle souterrain à un autre, Colette a trouvé le chemin des cafés-concerts bondés, où dans le souffle mousseux des bocs qui se remplissent, elle a écouté de maigres moineaux chanter leur misère, vu des acrobates se désosser, pouffer aux flatulences d'un artiste pétomane, jusqu'à un jour apparaître de l'autre côté, dans l'ombre rance des loges sans fenêtre et la lumière aveuglante de la scène. Comme à chaque fois, Colette est entrée dans ce nouvel univers comme on se glisse dans un bain trop chaud. D'abord un orteil, un pied et plouf. Fascinée par la culture du corps, entre deux leçons d'équitation, de gymnastique rythmique et de ballet, Colette s'est mise au pantomime avec Georges Vague et y a converti Missy. Sa première performance se passe chez Nathalie Barnet, on la voit ensuite à l'Olympia puis au Théâtre Marigny, nue sous une peau de panthère. De là, tout s'accélère. Le 3 janvier 1907 s'ouvre au Moulin Rouge la pantomime Rêve d'Égypte, starring Colette et Yissim alias Missy qui signe le livret. Sur scène, ondulant hors de son sarcophage, une momie au minois en triangle se déleste une à une de ses bandelettes, révélant un maillot cher laissant peu de place à l'imagination, pour finir par embrasser goulûment sa partenaire à la scène comme à la vie. Baiser, lesbien et nudité, un combo explosif qui, dans la salle, va déclencher un tsunami. On se bat, on s'insulte à tel point qu'il faut faire évacuer la salle. Le lendemain, le spectacle est annulé par le préfet Lépine et Willy, coupable d'avoir manifesté bruyamment son soutien, est viré de sa rédaction. Au pied levé, Vague doit remplacer Missy en tête d'affiche, seule garantie de survie du numéro. Ce scandale va ouvrir 2 nouvelles pages dans la vie et l'œuvre de Colette. La première, c'est la séparation personnelle et professionnelle avec Willy qu'il va creuser. Jusqu'ici, l'ex-couple continuait cas un cas sa collaboration, voire même ses rapports formant un surprenant ménage à 4 avec leurs nouveaux compagnons respectifs, mais le licenciement du journaliste motive sa volonté de se distancier de son ancienne vache à lait et accélère la procédure de divorce. Ce que ne sait pas Colette, c'est qu'elle ne va pas gagner sa complète indépendance. Elle va aussi perdre les droits d'auteur de Claudine, vendus par Willy toujours voleur, sans son accord. Dès lors, c'est la guerre. Une féroce bataille judiciaire s'engage qui lui permettra de remporter, à force d'obstination, l'inscription de son nom aux côtés de celui du traître sur la couverture de ses ouvrages. Forte de cette première victoire, Colette ne lâchera plus rien. Comme pour tirer un trait sur cette période d'apprentissage en demi-teinte, elle sort son premier véritable roman personnel, La retraite sentimentale, épilogue des Claudines qui sonne comme un appel au droit à disposer de soi. La seconde, c'est le nouveau duo dans lequel elle va se lancer avec son partenaire le mime Georges Vague pour faire bouillir la marmite maintenant qu'elle est une dame seule. Nonobstant l'aisance de Missy, Colette vit alors sans broncher dans un modeste rez-de-chaussée, logement habituellement réservé aux parias de la société. Ce qu'elle est désormais en femme divorcée, lesbienne à demi nue sur scène. Infréquentable oui, mais quel vent de liberté. Quand on n'a plus aucune réputation à préserver, maintenant qu'elle est déjà ruinée, on peut faire ce qu'on veut, non ? Comme partir à l'assaut des routes, faire la tournée des théâtres, petits, grands, beaux ou miteux, de France et de Navarre. Chaque jour avec Vague, c'est la même histoire. Se lever dans une chambre d'hôtel anonyme, subir l'infernale attente des heures induites qui précèdent l'entrée en scène, se graisser le visage de fards violents, faire son numéro et le lendemain, comme Sisyphe, tout recommencer. Disciplinée, Colette ne se dérobe jamais à la tâche. Elle y trouve un refuge et une communauté dont elle partage les joies et les peines sans les juger, bien que nettement plus privilégiées. Elle estime ce reflet de travailleuse que le miroir des loges lui renvoie. C'est un métier que la femme la moins douée apprend vite quand sa liberté et sa vie en dépendent. D'ailleurs, douée l'est-elle ?
Pas plus que ça. Elle sait qu'on vient surtout pour voir la femme de lettres qui a mal tourné. Qu'importe, c'est toujours un choix, un chemin qu'elle a fait pour elle-même et qui lui permet de se réapproprier. Plus que choquée, qui lui passe au-dessus, elle aime s'exhiber. N'est-ce pas après tout la forme physique de l'acte de se raconter sur le papier ? D'abord, ça commence parce qu'il faut bien s'occuper. À force de regarder les murs de sa chambre d'hôtel. Peu à peu, c'est une habitude qui s'installe, nourrie par la patience fataliste qu'on apprend au music-hall, le courage lent et buté, bureaucratique. Très vite, sans qu'on s'en aperçoive, ce sont des carnets, bleus toujours, ça fait moins mal aux yeux, noircis frénétiquement sur un coin de table, entre deux entr'actes, au milieu des fards et des pinceaux. Et voilà comment on en arrive à un roman, La Vagabonde. Si Colette y fait pour la dernière fois suivre son nom de celui de Willy, ce roman-là est le sien. À travers la voix de son double René Néré, elle signe, dans ce récit d'une saltimbanque errante qui refuse l'amour pour ne pas perdre son autonomie chèrement acquise après un divorce, une profession de foi. Celle de son indépendance envers et contre tous. Qu'importe si au moment de la parution, qui lui vaudra une nomination au prix Goncourt, Colette a cédé à la faiblesse de son sang monogame et affiche un nouvel amant. Comme René, libre et vagabonde elle est, libre et vagabonde elle restera. Colette, en s'écrivant, est née, comme femme et comme écrivain, déjà immortelle.